Donc, l'idée ce soir est de vous présenter l'ensemble des architectures du sud marocain que certains d'entre vous connaissent et qui sont ces fameuses Qassabat, Qsour, etc. Et je vous ai préparé énormément d'images, je disais, c'est pour ça qu'on insiste pour essayer d'ouvrir sur PowerPoint et non pas sur Acrobat, parce qu'il y a un minutage et qu'il y a les 40 minutes qui sont allouées, qui sont faites. Si nous n'y arrivons pas, on passera en Acrobat. Alors, avec M. Valère, le truc n'a pas marché non plus. Ah oui. Ah ouais. Je crois que c'est extrêmement intéressant d'entendre Sofia nous expliquer un petit peu ce qu'ils ont fait au Portugal, parce qu'elle a mis l'accent sur des choses extrêmement intéressantes qui sont l'architecture populaire, en définissant qu'est-ce qu'une architecture populaire, qu'est-ce qu'une architecture vernaculaire. Ok. Ah. Donc peut-être que c'est l'ordinateur qui se fatigue. Hein. Yes, it's okay. Great. Thank you so much. Non, ça va. Bravo. Donc, on va partir des grandes familles de typologies que l'on connaît, que vous connaissez nécessairement, et puis on va parler à travers chacune de ces typologies de certains cas, puisque ce qui reste intéressant, c'est quand même de comparer les choses entre elles. Alors, on a toujours une approche de l'architecture vernaculaire par tout ce qui est issu de l'architecture, on va dire populaire, c'est-à-dire locale. Et ce qui est extrêmement important, c'est que nous sommes dans des pays extrêmement ruraux où il y a cette modernité qui est en train d'arriver, une modernité malheureusement mal comprise, malheureusement une fausse modernité, et on oublie tout ce qui vient de l'immatériel et de tout ce qui et de tout ce qui fait l'usage du site. Et je pense aussi que lorsqu'on travaille sur ces lieux, on oublie aussi la question de l'œuvre collective, parce qu'on sait très bien que ces architectures sont le fruit d'une mise au point sur la durée et qu'elles nécessitent à chaque fois que ce soit un ensemble de personnes qui se mettent en commun pour travailler à l'intérieur d'une même communauté. Donc, vous voyez là un certain nombre de projets, certains sont autorisés. Donc au Maroc, c'est extrêmement important d'avoir un projet autorisé. Si on n'est pas autorisé et si on n'est pas, si on ne reçoit pas le sceau du gouvernement, on ne peut pas travailler. Ça me paraît évident, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent sans autorisation et qui ensuite s'étonnent que ça ne fonctionne pas. Et donc, vous allez voir à travers les images que je vous ai montrées qu'il y a une extrême variété d'architecture, il y a une extrême variété et il y a une extrême du coup difficulté aussi à restaurer ou à restituer ou à travailler la pratique face au vernaculaire, parce que il y a autant de pratiques constructives qu'il y a de sites. Et je vous montre beaucoup d'images pour que vous puissiez aussi voir les liens qui ont uni cette architecture avec l'Afrique plus profonde, avec le Mali, avec la Mauritanie, avec évidemment l'Algérie. Et je crois que si on se tient à ces images, qui sont, vous le voyez, les images d'archives que nous avons, c'est-à-dire très peu d'images. On ne peut pas remonter au-delà des daguerréotypes du début
de la fin du 19e. Et donc on est extrêmement démunis quand on veut travailler et qu'on n'a pas les données qu'il faudrait avoir pour pouvoir travailler en termes archéologiques, pour avoir une démarche qui soit le plus documentée possible. Et vous voyez aussi dans la qualité des bois, dans la richesse des mises en œuvre. On a de la construction en terre crue, on a de la construction en pierre sèche, on a des monuments qui sont avec des formes arrondies, on a des monuments quadrangulaires, on a toutes sortes de matériaux, on a de la chaux, on a aussi énormément de choses, et on a une architecture, vous le voyez, qui vient de très loin et qui, je pense, a eu beaucoup de mise au point faite sur la durée. Alors, nous avons dans la généalogie des termes vernaculaires qui s'offrent à nous, Agadir, Irm, Qasba, Tigrim, Tagadir, Tqsour, ça va être les trois grandes familles de mots et donc de groupes que je vais vous présenter, et toutes sont rattachées à la fortification. Et ces mots, même s'il s'agit du berbère Tachelhit ou du berbère Amazir, la racine est la même et elle renvoie à l'idée de fortification, à l'idée d'un lieu clos, à l'idée de mur tout simplement. Et en fonction de la forme du mot, on a l'idée de la taille du mot. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que même si ces mots peuvent nous offrir des typologies intéressantes, ils restent réducteurs. Et il y a un autre mot qui est extrêmement utilisé, qui est le mot qasba, qui est un mot d'origine arabe que beaucoup d'entre vous connaissent évidemment. Et le mot qasba, en fait, est utilisé plutôt pour une architecture qui serait en train de singer l'architecture citadine. Et tout à l'heure, Sophia parlait des liens qu'il y a toujours ténus entre les élites et une architecture plus populaire. Et évidemment, tout ça va être lié lié. Alors, vous voyez aussi de très belles images de Qasabet, de Qasba, qui ont été peintes par le peintre Majorel dès les années 30. Et vous voyez que ça va être ces peintures qui vont forger l'imagerie qu'on a. Cette imagerie-là, elle a encore cours, mais aujourd'hui, on a finalement plus que ce qui reste des qasbas, c'est-à-dire qu'on a des qasbas qui ont perduré, mais on ne construit plus. Donc vous avez à Aïd Ben Moro, on a des tas de qasbas qui existent, mais ces qasbas ne sont plus ces maisons lignagères qui accueillaient une famille et qui étaient dans un certain prestige. Alors je vous ai cité Henri Terrasse avec ce fameux livre Qasba berbère, parce que c'est la première fois qu'il va présenter ces architectures du nord de l'Afrique comme des architectures qui sont une architecture à part entière. Et à partir de cette reconnaissance, il va y avoir tout ce qui a été fait. Et je pense que c'est extrêmement important de replacer ce vocabulaire aussi dans ceux qui l'ont façonné, parce que ça explique aussi l'attitude aujourd'hui des pouvoirs publics sur un artefact qui finalement n'a jamais été que le lieu, je dirais, d'un objet exotique et qui a été à chaque fois lié à un topos touristique plus qu'à quelque chose d'inhérent à une localité. Et je pense que c'est extrêmement important aussi parce que si vous vous replacez dans l'époque, on sait que cette architecture n'était pas du tout considérée. On ne savait même pas à ce moment-là que l'Afrique avait des origines lointaines en termes d'architecture, etc. Et donc, évidemment, c'est extrêmement important d'avoir des gens qui disent voilà, on a une architecture sans architecte. Avant, Bernard Rudowski, Henri Terrasse le dit, et il assoit à ce moment-là cet ensemble cohérent. Et grâce aussi à tous ces travaux, on a tout ce qui va nous servir, nous, quand on va travailler, puisque ce sont les seules archives que nous ayons encore. Alors, je vous rappelle là encore tous ces lieux. Mes livres questionnent chacun de ces types
d'architecture vernaculaire, et à chaque fois, évidemment, je fais en sorte de restaurer des sites. Alors soit je restaure avec l'État marocain, soit je restaure avec mes fonds propres ou avec des mécènes, ou en tout cas je fais. Et c'est pour ça aussi que tout ce que vous allez voir ce soir va peut-être vous paraître un peu, je dirais, modeste, mais il est plus important, je pense, de conserver ces formes et ces techniques, c'est-à-dire des savoir-faire, que de laisser partir cette architecture dont personne ne s'occupe aujourd'hui dans le Maroc. Alors, je vous montre ici les formes quadrangulaires de l'architecture fortifiée utilisée, que ce soit pour les Agadir ou que pour ce soit les Tagadirs ou pour les Tirramt al-Qasba. C'est la même forme qui est utilisée, mais à l'intérieur, ça va être l'usage qui va nous dire si c'est une Qasba ou si c'est un grenier. Et ça, je crois qu'on oublie souvent parce qu'on fait confiance à son intuition, qu'on doit toujours réfléchir à qu'est-ce qu'est un magasin, qu'est-ce qu'est une qasba, etc. Et comment tout ça se lie dans l'usage, dans la façon dont finalement l'objet va être vécu. Alors, j'ai choisi aussi, pour essayer de faire comprendre que toutes ces typologies sont extrêmement réductrices, de faire une petite parenthèse aussi sur tout ce qui est l'architecture sacrée. Et là, nous avions l'architecture de profane et l'architecture de pouvoir et les architectures populaires. Mais on a aussi une architecture sacrée qui ressemble ou qui, elle aussi, a des liens évidemment, puisque c'était les mêmes maîtres maçons, ou c'est les mêmes qui ont construit ces demeures, qui ont construit aussi ces mosquées, ces synagogues ou ces lieux saints. Et je crois que c'est extrêmement important de voir par exemple la question de l'arc, et aussi la question tout simplement d'une position qui est celle de l'humilité face à la construction, et d'être extrêmement humble quand on construit avec les matériaux locaux, avec cette fameuse architecture de collecte. On est humble et donc on va être sur des formes extrêmement simples, extrêmement mises en œuvre de façon la plus, je dirais, évidente, et qui font qu'aujourd'hui, il y a un rejet de cette façon de travailler, malheureusement, alors que nous avons, contrairement à d'autres pays européens, la chance d'avoir encore, pour combien de temps je ne sais pas, d'avoir encore les savoir-faire et d'avoir encore des gens en mesure de transmettre et de faire. Et vous voyez là combien il est intéressant d'avoir une architecture qui va utiliser donc pour une maison, mais aussi pour une mosquée, les mêmes façons de mettre en œuvre. Et ces liens qu'il y a à l'intérieur aussi des villages ou à l'intérieur des régions, et ces identités territoriales qu'on voit dans chacun des lieux sont extrêmement intéressants à prendre en compte. Vous voyez ici ce qu'on appelle en berbère le tit, c'est-à-dire l'œil de la maison, c'est-à-dire le lanterneau central, et vous voyez que tout le travail du maître artisan, du maître maçon a été de travailler cette partie intérieure qui en général est faite en adobe, en briques crues, alors que l'extérieur sera fait en pisé. Et c'est donc aussi pour ça qu'il y a des différences de traitement à observer lorsqu'on se met à restaurer, car on n'est pas sur les mêmes niveaux de conservation et de pérennité dans la technique constructive. Et vous voyez aussi comment d'une région à une autre, on va avoir des types de construction extrêmement intéressants qui se font écho, mais qui sont aussi dangereux pour des néophytes, où j'ai vu moi des gens qui n'avaient aucune expérience de cette architecture se lançant dans l'architecture et commettant des erreurs parce que on croit qu'elles nous sont, je dirais, accessibles ou faciles, et en fait on est passé à côté. Je vous montre ici un certain nombre de plans de greniers collectifs. Pour ma thèse de doctorat, j'en ai
ai visité 300 et j'en ai relevé une 50aine. Ces greniers collectifs sont, je crois, extrêmement intéressants. Il y a eu une recherche archéologique qui a été menée avec des Espagnols, des Marocains, des Français sur ces greniers collectifs parce que vous avez dans la péninsule ibérique un certain nombre de greniers collectifs et que les vôtres sont désaffectés, les vôtres sont morts, là où les nôtres sont toujours vivants. Donc c'est extrêmement intéressant de comparer les époques, de comparer les modes d'œuvre et de comparer aussi pourquoi cet usage a perduré ici et s'est arrêté là. Donc vous voyez aussi tout ce que je ne peux pas vous dire en si peu de temps, c'est-à-dire comment ce n'est pas un lieu évidemment qui est né du jour au lendemain, mais ça a été une construction de collectivité, de ce qu'on appelle la collectivité mémoire, pour faire référence à Houellebecq, et qui fait que les gens ne sont jamais qu'un groupe qui construisent peu à petit, et que nous découvrons finalement un travail arrêté à un moment donné, qui en général va correspondre à la colonisation, mais où ces greniers collectifs pour le Maroc ont été encore en activité jusque dans les années 90 et encore aujourd'hui. Moi j'ai travaillé et j'ai restauré en priorité des greniers collectifs qui sont en activité. Alors on a ici des greniers passionnants qui sont ces greniers de Vire, ces greniers de Falaise, et celui-ci est encore en activité, il se trouve dans le Serrois, c'est le fameux Tisgui que certains d'entre vous connaissent, et ces greniers sont extrêmement difficiles, comme vous imaginez, à restaurer. Ce grenier-là, à Glouille, on le restaure cette année, vous allez voir, je vais faire une parenthèse sur ce grenier, ce sont ces fameux greniers tribaux, ces greniers de tribus. Et ce sont des greniers, comme vous voyez, qui ont été construits pour abriter les récoltes et pour faire en sorte de résister à l'assaut des tribus affamées quand il faisait faim en ces régions, parce que ce sont des régions quand même de la soif, de la faim, de la difficulté, où il y a très très peu de culture, des régions extrêmement arides et des régions où il y avait des maladies comme le typhus, le choléra, donc les gens étaient obligés d'emmagasiner. Je crois qu'on oublie aussi qu'il ne s'agit pas d'habitat, mais il s'agit de greniers collectifs, il s'agit de lieux de refuge et des lieux où on mettait, on emmagasinait à l'intérieur de ces greniers les récoltes, et les hommes pouvaient s'y réfugier, mais ce ne sont pas des lieux d'habitation. Et je pense que c'est important de le comprendre pour comprendre aussi comment ensuite on a des portes courtes, comment ensuite on a des petites cellules, et comment finalement l'objet architectural peut se lire. Alors ces deux greniers, on a la chance de les avoir encore intacts. Le grenier d'Aglouille et le grenier d'Idrissa, on les a restaurés grâce à la wilaya de Guelmim et l'Agence du Sud pour le développement en 2008. Et on les a restaurés évidemment avec la collectivité locale. Je dis évidemment parce que on ne va pas faire venir des gens d'ailleurs. Et il se trouvait qu'à cette époque, les gens, ça c'est en 2004, quand j'avais financé une partie d'une restauration, ça venait de tomber à cause des pluies. Il se trouve que ce sont des œuvres collectives, et une œuvre collective, c'est tout le groupe. Donc il suffit qu'il y ait des tensions dans le groupe pour que le projet ne puisse pas se faire. Donc le travail de restauration, ça ne va pas être simplement d'aller suivre un chantier, ça va être aussi d'être avec les gens, de les convaincre, d'aller voir les autorités, d'expliquer, d'accompagner chacun, de voir les difficultés, de trouver les mules pour apporter l'eau, pour apporter la chaux, pour apporter la terre parfois, pour apporter l'ensemble des bois qu'il faut changer, trouver des vieux bois, négocier ensuite les techniques traditionnelles. Alors ce grenier collectif qu'on a restauré en 2008 a subi la pluie diluvienne de 2014 et on a eu cette immense douleur de le voir partir, et les gens m'ont demandé de le faire, et donc cette année avec le Prince Claus et avec le GH Fund, on s'occupe de restaurer ce grenier collectif. Voilà, vous voyez là, c'était en novembre, on l'a restauré. Je sais que dans la salle, il y a quelqu'un qui l'a... Non, c'était pas celui-là qui a visité les lieux, et c'est vrai qu'on est heureux, et on a aussi
beaucoup déplacé de murs qui n'étaient pas faits sous reprise d'œuvre, et on a dû comme ça faire en sorte de vraiment replacer les choses dans leur contexte pour essayer de faire en sorte que le lieu résiste au moins 10, 20 ans le maximum possible, puisque cette année, dans ce grenier, nous n'avons pas trouvé les savoir-faire, les petites mains. On a eu beaucoup de difficultés, on n'a eu que 2 malmines et non pas une dizaine comme on en avait. Celui-là, on est en train de s'en occuper, il est extrêmement beau. Sidi Moussa, ce grenier absolument magnifique a été restauré par l'État. Je vous le montre parce qu'il est extraordinaire. Et il est autour d'un saint, c'est un grenier sacré. Je crois que c'est vraiment une de ces merveilles architecturales. Et je vous montre là encore des formes qui sont là circulaires, et qui sont circulaires pour des histoires évidemment de sécurisation du site qu'il fallait pouvoir, quand on n'était pas en python, défendre avec très peu d'hommes. On oublie que ces régions étaient très peu peuplées et qu'il fallait pouvoir, avec une poignée d'hommes, défendre un site qui est d'abord un site quand même une forteresse et un site de défense. Alors, les greniers quadrangulaires sont les plus connus parce que c'est ceux qui ressemblent à ces fameuses qasbas dont je vous ai montré tout à l'heure la généalogie de ce terme qui est avant tout touristique. Mais ici, il s'agit vraiment de greniers collectifs. Et vous voyez que là, la pièce du haut servait aussi de refuge en cas d'attaque. Et vous avez vu que c'est un pisé spécifique, un pisé extrêmement intéressant qui est mis en paneresse et boutisse, et qui est là encore extrêmement difficile à restaurer parce que la descente de charge se fait de façon difficile. On a aussi toute cette intelligence de cette mise en œuvre d'architecture sans architecte, et qui est évidente pour nous, mais qui pose aussi quand même des soucis parce qu'ensuite, il faut avoir la capacité à sentir aussi cette architecture, à savoir justement, comme on dit, Mariana ou mes prédécesseurs, tous les gens qui sont intervenus ici, savoir notre degré d'intervention et savoir où est-ce qu'on s'arrête, où est-ce qu'on continue. Alors ça, moi j'ai un faible pour ces greniers qui sont toujours en activité chez les Iberkeken, parce que ce sont des greniers avec ce que j'appelle la voûte berbère, et les bois à l'intérieur du grenier sont choisis pour être arc-boutés, pour faire en sorte que quand il pleut, l'eau soit rejetée sur l'extérieur. Tout ça, ça ne nous dit pas pourquoi le grenier collectif a été abandonné partout. En Algérie, il n'y a plus de greniers collectifs depuis très longtemps. En Tunisie, ils ont été transformés en lieux touristiques. Et pourquoi au Maroc, ils ont perduré? Et ça, je crois que là encore, l'anthropologie devient une nécessité au Maroc, et je ne crois pas qu'on puisse être architecte sans ni comprendre la langue, les langues, pas une, mais 2, 3, et ni non plus comprendre le fonctionnement profond de sociétés quand même extrêmement complexes et des sociétés avant tout agraires. Alors je vous montre ces images parce que je voudrais vous montrer comment, quand vous arrivez par exemple au mois de juillet, juin-juillet, on a l'orge qui est entreposée, et on a aussi des rites qui sont ces fameux rites où on va faire ce qu'on appelle la chour, c'est-à-dire la dîme. Vous voyez, ça c'est dans le Haut-Atlas. Et ils viennent d'apporter les sacs, et ces sacs vont être entreposés pour passer l'hiver. Et il y a toute cette dimension symbolique extrêmement importante pour comprendre aussi pourquoi ces greniers collectifs sont venus jusqu'à nous. Alors, je vous parlais de rites. Voilà les rites qui sont faits pour les dattes, mais pour les greniers, au moment où on va ensiler, où on va mettre le grain dans le grenier, on va procéder à un certain nombre de rites et on va mettre de côté une partie des grains pour donner aux nécessités, aux plus pauvres, à ceux qui seront dans le besoin. Et cette notion de redistribution sociale va se voir au moment où, à la période de la soudure du mois d'avril, ces redistributions bénéfiques vont se faire, et on va envoyer aux zaouïas, c'est-à-dire aux grandes mosquées, aux mosquées greniers, là vous voyez, qui vont à leur tour distribuer ce grain qui est un grain sacré. Alors cette dimension, je crois qu'elle est profonde et importante à comprendre pour savoir que quand on restaure, on doit essayer avec les gens de ne pas oublier cette immatérialité-là,
alors même que beaucoup la repoussent parce qu'elle est souvent associée pour eux à une misère sociale, malheureusement. Alors les qsour que vous voyez là, c'est un habitat fortifié. Il n'y a pas spécialement de grenier, c'est un habitat fortifié. Et aujourd'hui, la plupart sont vidés, où les gens ont décidé de s'en extraire. Et il n'est resté que 2 ou 3 familles, souvent les plus pauvres. Donc là encore, des notions de pauvreté attachées aux sites patrimoniaux, ce qui pose ensuite des soucis lors des mises en œuvre de restauration, car il faut être tout le temps dans une reconnaissance des sites. Alors évidemment, je vais très vite, mais d'un point de vue sociétal, on a vraiment le Qsar qui est en miroir d'une palmeraie, et il y a évidemment un lien très fort avec la palmeraie. Je vous présenterai le Qsar d'Essa, qu'on a restauré entre 2006 et 2011, ce Qsar-là. Et ce Qsar, le voilà encore, on l'a restauré, mais il était encore habité et il faisait l'objet d'un culte des saints spécifique, donc il n'était pas complètement abandonné, ce qui nous a beaucoup aidé dans sa restauration. Alors les Qasbah, je ne vais pas m'étendre parce qu'il y a de très bons textes qui ont été publiés par des Espagnols. Il y a de très bons textes qui existent où il y a eu tout ça répertorié, etc. Il y a eu beaucoup de choses, de missions aussi qui ont été conduites par les écoles d'architecture, je crois, de Grenade sur ces qasabat. Donc je ne vais pas m'étendre particulièrement parce qu'elles sont connues et je pense que vous les connaissez. Mais je dois dire une seule chose. Autant les qsour et les greniers sont des architectures, je dirais, d'un groupe, autant dans une qasbah, on a un individu qui s'est extrait de son groupe pour revendiquer du pouvoir ou pour prendre le pouvoir et qui ensuite a pris le dessus sur le groupe. Et je crois que c'est important quand même de comprendre, on le voit très bien pour la qasbah d'Amridil que je vous ai mis là, on voit très bien comment le Qsar est la première entité, qu'ensuite il y a un homme du groupe qui se détache et qui vient construire la qasbah, et qu'ensuite il y a une extension de jardin dans une influence citadine, de bien-être social, etc. Et je crois que quand on a comme ça, pour une qasbah aussi connue que celle-là, archi-visitée, hyper touristique, bon, très très connue, j'en avais fait, moi, le plan en 99 ou 98, ou 80, dans ces années-là, 96, je crois, parce que la famille m'avait autorisé à rentrer. Et ça m'avait permis aussi de voir comment, dans les parties basses, on avait les animaux, puis on avait des parties pour l'entrepôt, puis on avait des parties de prestige pour la réception. Mais souvent, cette réception se fait dans les bastions sur l'extérieur. Alors, je vous montre là les qasbahs citadine pour montrer l'influence de la ville. Alors on voit Fès el Bali, on voit des images assez anciennes, on voit aussi ce pisé tellement beau, là encore c'est Fès, on voit donc une architecture, là c'est Rabat, c'est les Oudayas de Rabat, et donc on voit bien là c'est flagrant, on a une qasbah glawa à Agds qu'on a failli restaurer, mais malheureusement il y a eu des problèmes, donc on ne l'a pas faite, cette restauration. Cette qasbah, elle a une influence citadine réelle, elle a une influence de la ville, et en même temps elle est elle-même. Et ce qui est intéressant dans toute cette architecture de cette partie de 1900 à 1920, c'est qu'il y a une innovation, c'est qu'on est dans la tradition locale, mais on continue, on la fait perdurer, et alors qu'aujourd'hui, on n'est plus là-dedans et on n'a plus cette réflexion sur cet héritage dans, je dirais, la praxis, dans la matière, dans le faire. Alors avant de vous montrer des choses, je crois qu'on doit quand même montrer aussi des monstruosités, parce qu'on est aujourd'hui, et pour moi c'est ma grande douleur, on est sur une défiguration de tous ces paysages, et on est sur deux écritures. Une écriture qui nous vient de l'industrialisation, qui nous vient de la corruption. Vous voyez comment ce beau grenier est mangé et par des architectures qui sont d'une stupidité évidente pour nous, mais qui sont destructrices. Vous voyez, quand on rajoute un minaret à une mosquée qui n'a pas de minaret, ça n'a pas de sens. Quand on fait ce genre de pagode
de pagode dans le Rris et le Todra qui est si beau, on ne comprend pas. Moi, je ne peux pas comprendre. Ça, ce sont des Italiens, enfin des hommes expatriés en Italie. Et quand ils reviennent, ils ont besoin de construire ces choses. Alors je vous montre ça parce que je crois qu'il est important de ne pas être dans le rêve de ces Qassabat passés dans un monde idéal et dans un âge d'or qui n'est plus, mais savoir qu'on affronte ça et que ce combat, finalement, c'est un combat extrêmement difficile, qui est un combat au niveau des autorités, qui est un combat au niveau des élus, qui est un combat au niveau de tout, on va dire, de tout le corps de décision, et qui ensuite va être un combat dans la matière, dans l'exigence de qualité et dans une mise en œuvre qui nous est souvent refusée par le code de l'urbanisme. Alors, je vais maintenant vous parler de cas de figure. Je regarde l'heure parce que je ne veux pas dépasser, mais je suis dans les temps. Et je vais vous montrer à la fois des restaurations participatives, des réhabilitations et aussi peut-être des créations. Alors moi, je ne distingue pas cette distinction éminemment française, éminemment aussi d'Europe du Nord, qui distingue l'architecture, je dirais, contemporaine de l'architecture vernaculaire. Moi, je pense qu'on est, à partir du moment où on est architecte, on construit et donc on nourrit sa pensée. Évidemment, quand vous travaillez sur une architecture qui vous séduit, qui est aussi vivante, aussi intelligente, vous n'allez pas l'oublier sous prétexte que vous voulez être inspiré par Renzo Piano ou Herzog et de Meuron, mais vous allez plutôt essayer d'être dans une réflexion sur une architectonique qui va donner une forme et sur cet art de bâtir qui nous vient de très très loin et qui, au Portugal, en Espagne, nous parle encore. Alors, je vais vous renvoyer c'est un article qui vient de paraître dans Architecture d'aujourd'hui, qui est consacré à mon travail de militante, disent-ils. Et je vous renvoie à ça parce que dedans, il a mis tous les mots et vous aurez aussi la possibilité de revenir à ce texte une fois que, si vous aviez envie d'approfondir. Alors, ce que j'ai bien expliqué, je crois, c'est qu'on est devant ce code de l'urbanisme absolument amnésique, mais on est aussi sur une capacité, sur une bureaucratie terrifiante et sur une corruption, elle aussi absolument, je ne sais pas comment dire, une corruption, à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'en Europe, on a des corruptions qui existent dans des arcanes assez hautes et les choses sont plus subtiles. Mais au Maroc, c'est vraiment évident, la corruption, elle va se faire à tous les niveaux. Et quand vous n'êtes pas dans cette façon d'être, on va vous tourner le dos, on va vous fermer les portes, c'est évident. Donc il faudra à chaque fois résister, et il faudra notamment, quand on mettra au point un CPS et un carnet, un cahier des charges, il faudra tenir bon face à un ingénieur qui ne veut pas, parce que l'ingénieur lui aussi il est payé à la valeur vénale de l'architecture, donc il est payé au pourcentage, et donc il faut que ce soit le plus cher et le plus coûteux et qu'il y ait le maximum de béton. Et pour moi, c'est vraiment très difficile parce que j'arrive et on me met sur le fait accompli et je ne peux rien faire. Car vous ne pouvez pas vous heurter jusqu'à une certaine mesure au bureau d'études, puisqu'il y a le bureau d'études et le bureau de contrôle, et que c'est ces personnes-là qu'on est censé travailler ensemble et non pas contre. Donc, Pierre Bourdieu disait « la sociologie est un sport de combat », et Rudy Ricciotti, un architecte à la mode en France, dit aujourd'hui « l'architecture est un sport de combat ». On sait bien que notre métier est un métier de conflit, mais là, je crois que c'est vraiment extrêmement lourd. Donc je ne vais pas m'appesantir sur le conflit, il est là, et je vais plutôt parler de tout ce qui nourrit cette architecture, et là encore, je ne peux pas m'empêcher de faire référence à Hassan Fathi, qui reste pour moi, et qui vient d'être traduit par Philippe Georges dans les éditions, qui reste pour moi le modèle vraiment de pensée et qui permet d'être dans cette fameuse transversalité extrêmement importante quand on s'occupe de ces architectures, où on ne peut pas avoir juste une casquette d'architecte, mais où on doit être sociologue, anthropologue et aussi un peu psychiatre ou psychologue, parce qu'on va devoir travailler sur beaucoup de niveaux. Alors,
je crois qu'on a aussi des possibilités tout à fait passionnantes avec les matériaux locaux. Et je vous montre rapidement tous ces projets parce que, pour vous dire combien ça a été difficile d'avoir les autorisations, on a dû passer quatre barrages d'autorisation et j'ai dû demander une audience auprès de monsieur le gouverneur qui, à cette époque, m'aimait bien et il a accepté. Et on a dû aussi faire pas mal comment dire, on a dû laisser aussi le bureau d'études bétonné un peu trop à mon goût et de façon superfétatoire. Mais s'il n'y avait pas eu ce béton, nous n'aurions pas eu les autorisations d'exploitation pour le client. Donc on ne peut pas se permettre de passer outre la réglementation, on doit faire avec cette réglementation. Alors je crois qu'on parle beaucoup du pisé, on parle peu de la pierre, et pourtant vous avez vu avec les greniers combien c'est extrêmement intéressant, et combien les gens n'ont eu de cesse que de mêler tous ces matériaux, et tout ça ne doit pas vous étonner. Donc là je vais passer vite pour respecter le temps, vous viendrez visiter quand ça sera construit. Mais c'est extrêmement difficile et je vous dis, les savoir-faire sur ce projet que vous voyez, aucun maçon, vieux maçon, n'a voulu venir parce que la dame pneumatique, il n'aime pas. Donc on a utilisé des maçons jeunes qu'on a dû former et le maçon jeune est de fait inexpérimenté. Donc c'est assez délicat de travailler aussi en formant les équipes, en cherchant l'écriture la plus juste, la plus humble, la plus appropriée, et en luttant aussi sur tous les fronts que je vous ai indiqués. Mais heureusement, la COP 22 va se faire au Maroc, à Marrakech, et on va, j'espère, profiter de tout ça pour essayer de mettre le développement durable à l'honneur et revenir à ces techniques intelligentes et constructives pour essayer de faire en sorte, on s'en occupe actuellement sur 4 projets avec la province de Tata et avec le ministère de l'Équipement, le ministère de l'Habitat, pour essayer de créer des documents techniques unifiés pour ensuite obliger les gens à essayer de garder ces techniques. Mais parallèlement, pour que ce ne soit pas une obligation, on fait un travail de sensibilisation et donc moi je reste beaucoup avec toutes ces personnes pour que justement ils comprennent qu'en Arizona on construit en terre, que la terre c'est pas juste pour les vaches et les brebis et les moutons, mais que la terre c'est aussi une qualité réelle et un confort. Alors, je fais une parenthèse. J'aurais pu, moi, très bien faire dans la parlerie de Marrakech ou à Rabat ou à Casa des superbes maisons en terre crue pour une catégorie sociale ultra privilégiée. Et j'ai eu une discussion assez rude avec des Autrichiens sur cette question-là, parce qu'eux voulaient qu'on brevette le pisé. Or, le pisé marocain, on ne va pas le breveter, parce que si on le brevette, les pauvres, et là on revient à Hassan Fathi, avec cette architecture des pauvres, l'architecture pour les pauvres, il faut que dans ce monde, on puisse aussi arriver à travailler avec les plus démunis, parce que c'est aussi ce qui fait qu'une architecture va durer. Si c'est pour avoir 3 maisons dans la palmeraie de Marrakech en terre, je ne vois pas l'intérêt. Par contre, si on peut avoir beaucoup de qsour ou beaucoup de gens qui ne sont pas dans une élimination de cette architecture-là, avec toute la richesse que vous voyez, ça c'est pour moi, ça me paraît être une évidence. Pour vous, c'est une évidence. Mais pour les pouvoirs publics, c'est pas du tout une évidence. Donc, on me demande en ce moment de former, d'expliquer, je le fais, j'y vais, je vais faire mon maximum. Parce que si on ne le fait pas maintenant, dans 5 ans, on n'aura plus ces architectures. Je crois que tous les gens qui connaissent bien ces territoires le savent, l'ont vu. Ce sont des régions extrêmement déshéritées, qui sont quasi mortes, et où en plus, on a un exode
constant. Donc il y a souvent que des femmes, les hommes ne sont pas là. Et je pense qu'on a aussi un enjeu qui va être qu'allons-nous faire de villages fantômes. Donc moi je œuvre toujours en priorité là où nous avons aussi une population assez nombreuse parce que ça a du sens. Alors vous voyez là le Qsar d'Assa, on a fait cette étude, j'ai été aidée d'une équipe d'étudiantes de l'école d'architecture de Paris-la-Villette, et on a fait une étude très longue, mais en même temps qu'on faisait l'étude, on a commencé à restaurer. Et on a fait aussi une comparaison avec le Mali, parce que c'est vrai qu'à Djenné, la maison marocaine ressemble à beaucoup de liens, et ce n'est pas étonnant pour des raisons climatiques qui sont liées aux températures avant tout, mais aussi aux raisons de matériaux locaux disponibles. Alors cette richesse, alors vous voyez des panneaux qui ont été présentés à Sa Majesté, et j'en ris souvent, mais en fait c'est extrêmement important que le roi ait vu ce projet et ait donné sa bénédiction, parce qu'ensuite, quand le gouverneur me disait « on va démolir ça », je lui disais « non, non ». Le roi a vu, il a dit non, et donc il y avait un moyen de pression. Et quand on a une approche sécuritaire avec, il faut bien le constater, des hommes qui ont une haine de cette architecture, et parce qu'elle ne les rassure pas, parce que quand ils la voient, ils se disent qu'ils vont avoir un mur qui va tomber, qu'ils vont avoir des morts, qu'ils vont avoir, etc. Et c'est vrai que nous, au Maroc, on a une carence, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris la mesure de ce patrimoine de la terre crue pour en faire, au niveau du code de l'urbanisme, ce qu'il aurait fallu en faire, c'est-à-dire un travail très intéressant de documents techniques unifiés pour pouvoir ensuite s'en servir. Alors, je fais une parenthèse. Voilà, je vais arrêter sur les espaces publics fédérateurs du Qsar, parce que ça rejoint ce que je disais, et je terminerai avec ça, sur le fait qu'il faut avant tout s'occuper des gens. Ça paraît une évidence, mais c'est dur à faire. Et avant tout réfléchir à l'espace public, et avant tout parler de cet espace public et s'occuper d'espace public, pour faire en sorte que ces lieux ne disparaissent pas. Et je crois que c'est extrêmement important. Donc en conclusion, j'avais préparé encore plein de lieux, mais je crois qu'il faut que je m'arrête, c'est ça ? Vous me dites ? Non, la conclusion, ça va durer. Non, la conclusion, elle est 2 minutes. Allez-y. Non, comme vous voulez. J'arrête ou je continue ? J'arrête, hein. J'ai entendu. Je continue. Allez-y. C'est ça que faire. Très bien. Donc, non, parce qu'après, on a des problèmes de salle. Alors, je voulais m'arrêter sur cette fameuse compétence d'édifier. Je parle souvent de Françoise Chouet, qui a été citée aussi par M. Valère avant-hier. Françoise Chouet, ça reste une grande dame que moi j'ai eue comme professeur, qui est extraordinaire et qui a su expliquer. La compétence d'édifier, c'est ce qui nous vient de très loin, et ce qui fait que justement on va se passer, et il y aura un transfert de compétences à ce niveau-là, et qui permettront tout ce que vous voyez là, où je dis c'est le corps à l'œuvre, hein, c'est la chair du matériau, c'est plus qu'une technique, et heureusement. Et donc, quand ça disparaît, et ça disparaît avec les hommes, c'est très difficile ensuite de le faire revenir. Et on a eu le cas de la France qui nous était présenté il y a 2 jours, où il disait c'est fini, c'est que pour le luxe. Au Maroc, on n'est pas encore, mais on est à la limite. Et donc c'est comme ça que je vais terminer, parce que je vous avais encore préparé 4 ou 5 projets, mais vous viendrez me voir au Maroc, n'est-ce pas ? Et on les verra in situ, ça sera plus intéressant sur place. Je crois qu'on va terminer sur cette compétence d'édifier, parce que je crois que justement, il y a actuellement, dans toutes les recherches altermondialistes, un retour vers cette pensée-là, cette pensée commune, les communs, cette pensée collective, cette mise en commun des forces. Et il me semble que c'est une innovation qui pourrait faire que cette architecture-là ne disparaisse pas. Et je vous remercie.